Donc voilà, comme je vous disais, on va être sur un temps, une présentation en deux temps. D'abord, une présentation de la démarche euh, dans sa globalité, et après un deuxième temps de questions-réponses. Donc vous pouvez soit utiliser le chat si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, et sinon vous pourrez aussi lever la main au terme de la présentation. On pourra aussi ouvrir les micros si certains souhaitent partager une expérience ou ou souhaite poser une question. Ce que je vous invite à faire, c'est à couper votre micro pour la première partie, mais ça n'empêchera pas de le rouvrir après. Et vous pouvez également vous présenter dans le chat à droite, histoire que voilà, vous puissiez voir un petit peu qui est présent lors de ce webinaire. Je vais être accompagné par trois personnes. Donc Luciana Ribeiro, qui travaille avec nous au RNMA sur cette question et qui fait sa thèse, qui est doctorante et qui fait sa thèse à Sciences Po Grenoble. Luciana, si tu veux dire bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette présentation de la démarche OLVA. Voilà, et Elodie Kouma qui est en alternance avec nous aussi et qui aujourd'hui s'occupera des questions. Elodie, si tu veux dire bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Et donc aussi en préparation du webinaire, il y a Marie Lowers qui est assistante communication chez nous qui nous a appuyé et qui nous a notamment permis de faire ce joli PowerPoint que je vous partage à l'écran et je vous propose qu'on démarre. Hop, voilà. Donc on part ensemble pour environ une heure. On aura 20 à 30 minutes de présentation et puis après on pourra partir sur le temps d'échange. On va commencer par présenter rapidement le RNMA pour que vous puissiez situer le réseau national des maisons des associations. Dans un deuxième temps, on présentera la démarche dans le détail. Et on finira par un temps de questions-réponses ou d'échanges sur les projets que vous pourriez avoir sur vos territoires. Donc, le réseau national des maisons des associations, c'est vrai que je crois que je me suis même pas présenté. Donc, moi, c'est Sylvain Rigaud et je suis délégué général adjoint du RNMA, qui est un réseau en fait qui est composé d'une centaine de membres, dont un certain nombre sont présents aujourd'hui. Et qui a pour spécificité d'accueillir en son sein des structures à la fois associatives et à la fois issues de collectivités. Et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi la richesse des échanges au sein du réseau, sachant que toutes ces structures ont une même mission qui est d'appuyer le développement de la vie associative sur leur territoire. Et donc la fonction du réseau est une fonction classique de tête de réseau, à la fois de permettre l'échange et le lien entre les différentes structures membres, ce qui se traduit notamment par des rencontres 2 fois par an de l'ensemble du réseau. On va également coordonner un certain nombre de projets sur lesquels on va développer de l'ingénierie et la mettre à disposition des membres. Alors c'est le cas de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, la démarche d'observation, mais il y a aussi des travaux sur l'engagement, avec notamment le petit manuel de l'engagement qui a été diffusé en début d'année, et tout un travail aussi autour du métier d'accompagnateur, qui est un métier en forte évolution, et autour d'un référentiel sur ce métier d'accompagnateur. Et enfin, la dernière fonction du réseau, c'est de pouvoir se faire écho un peu des différentes préoccupations qu'on peut observer du côté des membres, donc des maisons des associations, mais aussi des petites et moyennes associations dans son ensemble. Et donc là, c'est beaucoup d'échanges avec des partenaires publics, des partenaires de l'ESS, etc.
Alors, je vous propose qu'on démarre sur la présentation de la démarche OLVA, OLVA pour Observatoire local de la vie associative. Donc, cette démarche a été créée en 2006 et elle part d'un constat assez simple, c'est que les données sur la vie associative, et tout particulièrement à l'échelle locale, sont très faibles. Et donc, pour pouvoir construire de la connaissance sur le tissu associatif, il faut recourir à une enquête, voilà, pour mieux connaître la structuration du tissu associatif. Euh, donc c'est pour ça qu'à partir de 2006, on a travaillé avec Viviane Tchernonog, qui est chercheur au CNRS, au laboratoire Matisse, et qui produit régulièrement des paysages associatifs français qui permettent de décrire la vie associative à l'échelle nationale dans ces différentes dimensions. Donc on est reparti de ces panoramas. On vous présentera tout à l'heure les indicateurs qu'on collecte, mais on est reparti de cette méthodologie d'enquête pour la décliner à l'échelle locale et l'adapter pour qu'elle puisse correspondre à des observations à l'échelle d'une commune, d'une intercommunalité ou d'un département. Ce qui sont à peu près voilà, les effets de territoire qu'on observe quand on parle d'observatoires locaux. Donc, on a expérimenté pendant plusieurs années cette démarche jusqu'à la stabiliser et à lancer en 2021 des vagues d'enquête coordonnées, c'est-à-dire qu'on a défini un calendrier sur lequel se calait un certain nombre de territoires qui observent en commun, alors chacun sur son territoire, mais cette dimension synchronisée des observations permet à la fois beaucoup d'échanges entre les territoires et aussi de mutualiser voilà, un certain nombre de choses entre les différents territoires. Donc, les objectifs de cette démarche d'observation, c'est évidemment de construire une connaissance locale sur le tissu associatif, à la fois pour objectiver les réalités. Je pense que toutes et tous, vous avez une connaissance des associations de votre territoire, un ressenti sur la manière dont le tissu associatif est structuré. Est-ce qu'il y a plutôt plus d'associations de tel ou tel type, etc. La démarche d'observation a pour objectif de prendre du recul et de poser un certain nombre de chiffres sur les réalités de la vie associative à l'échelle locale. Deuxième atout de cette démarche, en tout cas deuxième objectif, c'est la mesure des évolutions. Alors forcément, cette mesure ne se fera pas à la première observation, parce que la première observation va nous permettre de prendre une première photographie du tissu associatif, mais au fur et à mesure d'observations répétées, on va pouvoir commencer à mesurer des évolutions du tissu associatif. Et dernière dimension, c'est se comparer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer les données qu'on obtient sur son territoire à d'autres territoires, parce que, comme je le disais, la démarche synchronisée va permettre aussi d'avoir d'autres références et avec d'autres enquêtes qui sont menées sur les mêmes temporalités et qui sont relativement comparables, mais aussi se comparer aux données nationales, parce que comme on part de la même base que l'enquête de Viviane Tchernonog qui produit des données à l'échelle nationale, on va pouvoir se comparer aux données nationales, ce qui permet bien évidemment d'identifier les spécificités de son territoire au regard des moyennes nationales. Donc ensuite, l'idée pour nous dans cette démarche, c'est évidemment de connaître pour agir. On construit de la connaissance, certes, mais il faut que cette connaissance soit utile aux acteurs du territoire et qu'elle permette de faire évoluer les appuis qui sont au service du développement de la vie associative sur le territoire. Donc dans les grands objectifs qu'on peut voir également, c'est
donc connaître et mesurer les spécificités, mais aussi les besoins. Il y a toute une partie du questionnaire qui s'intéresse aux besoins des associations. Et donc, c'est aussi en s'appuyant sur ces besoins et l'identification de ces besoins qu'on va pouvoir réfléchir aux appuis qu'on peut fournir à la vie associative et qui peuvent aider son développement. Dans la même logique, c'est aussi un outil d'aide à la décision pour les décideurs publics, mais aussi pour les acteurs associatifs. Ça va permettre d'orienter. Nous, c'est fréquent que les programmes de formation aux bénévoles associatifs s'appuient sur les besoins identifiés dans l'enquête, notamment. Ça va être aussi un outil de communication, hein. On va, comme je disais, on objective les réalités du tissu associatif, donc c'est aussi une manière de présenter les réalités du tissu associatif et notamment quelque chose qui est assez peu mesuré, le poids socio-économique du monde associatif sur un territoire, le nombre d'emplois que portent les associations employeuses sur le territoire, et c'est toujours intéressant à communiquer. Un outil de reconnaissance, de structuration et de qualification. Il y a souvent beaucoup d'appuis qui sont déjà fournis sur les territoires pour les associations, mais la question de leur articulation est pas toujours très efficace. Et l'Observatoire offre un espace de discussion et qui permet voilà, justement de structurer et de qualifier un petit peu les appuis à la vie associative. Et enfin, un outil pour mettre en débat, le fait est, c'est qu'on va identifier un certain nombre de besoins, et donc c'est l'occasion aussi de se poser la question sur les enjeux du bénévolat, par exemple, sur le territoire, à l'échelle des associations, voilà, comment est-ce que par exemple, le renouvellement du bénévolat, qui est souvent une question importante. Voilà, comment on peut la discuter ensemble et voir quelles sont les pistes de solutions dans une logique un peu de co-construction de réponse aux différents enjeux qui sont identifiés dans l'enquête. Luciana, je te laisse la main sur cette partie. Oui, alors, donc la démarche Olva, les observatoires vont s'appuyer sur deux axes principaux. Donc, le premier, c'est vraiment la construction des données, donc une enquête locale auprès des associations. C'est toujours dans une logique plutôt quantitative. Les questionnaires, il va produire des données statistiques sur les associations du territoire, mais il est toujours possible de faire à côté, ça dépend beaucoup du territoire, mais de faire à côté un travail plus qualitatif, un partenariat avec une université, avec des étudiants du territoire. Donc, les questionnaires, il est d'environ une cinquantaine de questions, que ça prend entre 20 à 30 minutes à le remplir. Il est composé de 4 parties principales. Donc, la première, c'est des questions autour du profil des associations, les secteurs d'activité, leur âge, leur périmètre d'action. Un deuxième volet centré sur les membres de l'association, donc un profil bien détaillé des dirigeants, mais aussi des questions autour de bénévoles, des volontaires, des adhérents. Et un troisième volet sur les moyens de fonctionnement. Donc, on va questionner les associations sur leurs ressources et leur origine de financement. Et au dernier, comme disait Sylvain, on a aussi tout un axe de questions sur les besoins des associations. Quelles sont les difficultés par rapport au bénévolat, au recrutement, au accès aux locaux, aux matériaux, n'importe. Voilà pour les questionnaires. Donc, pour la production de connaissances, d'un autre côté, on a aussi toute une dynamique interacteur parce que pour mettre en place l'observatoire, il faut quand même associer d'autres acteurs qui sont concernés par le tissu associatif du territoire.
Donc, c'est très important parce que ça va favoriser une bonne appropriation de la démarche et que ça va garantir aussi une action post-enquête. Parce que comme disait aussi Sylvain, c'est important d'avoir des données fiables sur le tissu associatif local et ça nous permet de le mieux connaître, de mieux répondre à ses besoins, mais justement pour répondre à ses besoins, l'action post-enquête est très importante. Donc, si l'observatoire arrive à associer plusieurs acteurs, soit des associations, des acteurs publics, ou de têtes de réseaux associatifs ou de l'économie sociale et solidaire, cela peut garantir une action post-enquête. Donc, l'enquête, elle permet la construction des connaissances à partir de données statistiques, mais aussi des interconnaissances entre les acteurs du territoire. Tu peux passer suivant. Alors, je vous présente rapidement les 3 phases de l'observation locale. Donc, la première phase, c'est vraiment la préparation de l'enquête et la mise en place de cette dynamique interacteur. Donc, elle est composée de la définition d'objectifs et d'enjeux. Pourquoi vous mettez en place l'observatoire, avec quels objectifs, quelles connaissances vous voulez avoir de votre territoire, parce qu'on sait très bien que les territoires, ils ont des spécificités. Donc, le questionnaire, comme je vous disais, il y a environ une cinquantaine de questions, mais on peut toujours ajouter quelques questions qui vont être plutôt liées avec vos objectifs et aussi des connaissances plus spécifiques du territoire. Donc, cette première phase aussi, on va vérifier quelles sont les données existantes sous les associations du territoire. Est-ce qu'il y a déjà eu une enquête ou pas? Quels sont les chiffres disponibles au niveau des associations employeuses, donc de l'INSEE? Et ça va être aussi une phase d'identifier et de mobiliser les acteurs locaux, comme je vous disais, et donc la possibilité de créer de comités de pilotage pour discuter et poser les objectifs et les enjeux, mais aussi les indicateurs complémentaires, donc les questions complémentaires au questionnaire. Et pour le dernier axe de cette première phase, il y a aussi toute la construction de fichiers de diffusion. Alors, la deuxième étape, c'est vraiment mener l'enquête. Donc, c'est le travail de diffusion de l'enquête qui est très importante. Donc, ça dépend beaucoup du fichier de départ. Vous en avez déjà sous votre main de connaissance des associations. Ça dépend aussi des partenaires qui vous arrivent à mettre en place, qui va vous aider à faire cette diffusion au niveau de votre territoire. Et donc, c'est vraiment le lancement de l'enquête ça peut être fait lors d'un événement associatif du territoire, comme par exemple les forums des associations ou autres. Donc, cette phase, c'est vraiment la diffusion. Là, on voit aussi des questionnaires papier parce qu'on préconise toujours les questionnaires papier parce que il n'y a pas toutes les associations qui ont un mail ou vont pas répondre vraiment sur Internet. Donc, le questionnaire papier continue à être quand même quelque chose de viable. Et il y a aussi les relances des associations. Donc, c'est un travail plutôt de votre côté. Mais sachant que nous, de RNMA, on va vous accompagner à faire un suivi d'enquête pour que vous puissiez savoir la qualité de l'échantillon. Est-ce qu'on a beaucoup d'associations sportives, par exemple, et pas du tout d'associations de loisirs? Donc, pour essayer de relancer plutôt les associations de loisirs, qu'on puisse avoir une bonne qualité d'échantillon. La troisième phase, donc, c'est la production des résultats. Ça va être plutôt de notre côté. Nous, on réalise l'analyse des données, mais si de votre côté, vous avez quelqu'un qui travaille avec vous et que est un statisticien ou qui a envie de mobiliser ces données-là, c'est toujours possible. Il faut juste un peu réorganiser, mais c'est tout à fait faisable. Donc, cette travail d'analyse, elle comprend toute une question d'ingénierie où on va vérifier
la cohérence des données. On va vérifier, par exemple, si toutes les associations sont dans les bons secteurs d'activité, parce que, comme disait Sylvain avant, on a une méthodologie et on la met en place de façon qu'après, les territoires puissent être comparables. On peut comparer un territoire avec un autre et on pourrait comparer aussi avec le niveau national. Donc, on va produire deux types de résultats. Un premier résultat qu'on va vous présenter au niveau d'un comité de pilotage pour qu'on puisse après co-construire quels vont être les approfondissements de cette analyse. Donc, pour les approfondissements, ça va vous sortir un grand rapport d'enquête qui va traiter vraiment toutes les questions avec les approfondissements qui sont importants pour le territoire. Et un deuxième document qui c'est une infographie de 4 pages bien visuelle pour aider aussi à partager ces données avec les acteurs du territoire. Sylvain va vous montrer des exemples tout de suite après. Et un troisième travail, c'est vraiment la question de pause-enquête, qui c'est très important parce que on va produire ces chiffres-là, mais c'est quand même aux observatoires de l'interpréter et de mettre en concertation avec les acteurs du territoire pour la mise en place d'un plan d'action partagé en bénéfice du tissu associatif local. Voilà. Merci, Luciana. Je reprends la main. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit à les poser dans le chat, soit à les garder pour tout à l'heure. On prendra un temps d'échange ensemble. Donc, comme le soulignait Luciana, là, c'est donc 3 phases, plus une 4e, la phase post-enquête. Ces 3 phases, on est à peu près sur une durée d'1 an pour mener une enquête entre le moment, on va dire, où on a une validation politique du fait de démarrer cette démarche. Donc il y a toute une phase de préparation, comme l'a présenté Luciana, la phase 1, la phase d'enquête, puis la phase d'analyse des résultats jusqu'à la production des résultats. Ça, voilà, on estime que ça dure environ 1 an. Après, évidemment, c'est variable en fonction du contexte, des difficultés ou pas à collecter un échantillon qui soit représentatif. Mais voilà, dans l'idée, autour d'1 an, c'est une durée à peu près à garder en tête. Et donc pour cela, nous, on propose 2 calendriers. Soit on va préparer un peu toute la démarche sur le 1er semestre, et lancer l'enquête de septembre à décembre, et une analyse, des résultats sur le 1er semestre, N+1. Soit on va être, sur un travail de préparation, au 2e semestre, avec, une période d'enquête plutôt entre mars et juillet, et une analyse sur le 2e semestre, voilà, de production, des résultats. L'idée étant à chaque fois d'éviter, de chevaucher, enfin pour la période d'enquête, de chevaucher, 2 années, parce que ça complique un peu les choses, ou de chevaucher l'été qui est toujours une période pas très propice pour aller collecter des questionnaires. Alors, sur les moyens humains et les appuis, donc pour mener l'enquête, donc le principe, c'est qu'on va vous accompagner sur toute la démarche, mais il y a un certain nombre de choses qui relèveront forcément du territoire, et notamment la phase de collecte. Nous, on a pour habitude de distinguer 3 fonctions en termes de moyens humains à mobiliser. Une fonction de pilotage,
qui correspond voilà, à la gestion du projet, tout ce qui va être planification, gestion des moyens, suivi, etc. Ce qui est souvent voilà, le métier, hein, on est dans des métiers de gestion de projet, donc c'est un peu un projet en plus à intégrer à la charge de travail. Une deuxième fonction qui est la fonction d'animation, donc là, c'est tout le travail de diffusion d'enquête, de collecte, des questionnaires, de mobilisation des différents partenaires parce que évidemment que vous allez, diffuser l'enquête, avec vos moyens, avec les bases de données posées et cetera. Mais il va falloir aussi s'appuyer sur un certain nombre de relais, pour justement pouvoir aller chercher des associations que vous ne connaissez pas. Tout l'intérêt étant d'avoir un échantillon le plus large possible pour bien représenter l'ensemble de la vie associative du territoire. Hem Donc voilà, prévoir ce temps d'animation qui est peut-être le temps le plus conséquent, à prévoir, même s'il est, relativement, concentré sur la période, de diffusion d'enquête, voilà. Et ensuite toute la phase d'analyse, donc là, c'est plutôt, nous RNMA qui allons, bosser, à ce moment-là. Hem Mais on sera aussi en échange avec vous, sur cette phase d'analyse. C'est-à-dire que, on va produire des résultats, mais on va vous demander, de les lire, de les interpréter, de les comprendre, de voir un petit peu quels sont les endroits, qu'on approfondit, parce qu'effectivement on creuse enfin on collecte une base très conséquente et on peut pas tout creuser. Donc il faut choisir ce qui est prioritaire. Et puis voilà, ce qui va aussi correspondre aux enjeux et aux attentes, que vous pouvez avoir sur votre territoire. Donc et en termes d'appui, comme je le disais, ça va être cet accompagnement, étape par étape, hein, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent au fur et à mesure de la mise en place de l'enquête, de l'observation. Et ça s'appuie aussi sur 3 formations, qui permettent, voilà, d'avoir une bonne approche de la méthodo, OLVA pour, déjà bien la maîtriser, voir comment elle se met en place et cetera. Tout un travail très spécifique sur la diffusion et l'animation de l'enquête, la mobilisation des différents partenaires et une dernière partie qui est plutôt sur l'analyse d'enquête, parce qu'on va vous rendre des résultats, mais vous allez aussi les porter sur le territoire. Donc l'idée, c'est que vous puissiez bien vous les approprier, comprendre comment ils ont été construits, pour pouvoir en parler au mieux. On va fournir également tout un outillage. Alors le questionnaire tronc commun, auquel on peut ajouter des questions, comme le disait Luciana. Il est composé, d'une cinquantaine de questions. Il est quand même, relativement dense. Ça met 20 minutes, entre 20 et 30 minutes selon qu'on est employeur, enfin voilà, selon les caractéristiques de l'association. Entre 20 et 30 minutes, de répondre au questionnaire. Hem Et donc à ce questionnaire de base, voilà, qui permet de brosser le panorama, hein, comme vous l'avez vu avec les différents indicateurs. Heu, on peut ajouter un certain nombre de questions qui sont propres au territoire, qui correspondent à des enjeux, locaux, ou à des besoins de connaissances que vous avez à l'échelle de votre territoire. On fournit également donc, on assure aussi également, la mise en ligne du questionnaire, la collecte, des questions en ligne. Mais évidemment, c'est c'est vous qui serez propriétaire de ces données, mais vous nous en donnez l'exploitation et donc on en assure la collecte. On va pouvoir aussi vous former sur le logiciel d'exploitation des données, si vous le souhaitez, pour que, vous puissiez devenir autonome, à terme, ou en tout cas mieux maîtriser cette question de l'analyse des données. Tout un travail aussi autour du traitement des données, bon ça, c'est de la statistique donc voilà, il n'y a pas beaucoup, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on va aussi aller chercher des données externes sur la vie associative. Il en existe pas beaucoup, des données, fiables sur la vie associative, mais il en existe un peu. Les créations d'associations, hein, parce que quand une asso se crée,
elle se déclare en préfecture, et donc on peut faire un peu d'analyse de ces créations d'associations, et aussi sur l'emploi associatif et les associations employeuses qui font des déclarations auprès de l'URSSAF, et donc on peut aussi travailler ces données-là. Donc ce qui nous permet de faire un panorama avant enquête, déjà des données qu'on connaît avant enquête, et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fournit dans cette démarche. Heu et heu et bien sûr, on va assurer l'analyse des données d'enquête, et puis présenter un rapport d'enquête, comme le disait Luciana. Ensuite, tout un travail de mise en réseau. Alors l'avantage de faire ces démarches synchronisées, c'est justement qu'on va pouvoir coordonner les démarches, et faire un certain nombre enfin 2 journées d'échange de pratiques chaque année. Donc là, l'idée, c'est qu'on voilà, on se retrouve pendant une journée et puis on échange sur un aspect de l'enquête, c'est aussi des moments où on peut rencontrer des partenaires, et cetera. Et on a ce qu'on appelle, nous, l'équipage OLVA, donc il y a un groupe de travail permanent qui va permettre voilà, de se retrouver à peu près une fois tous les 3 mois en visio. Là, c'est des formats beaucoup plus légers, mais voilà, qui permettent aussi d'échanger, et qui permettent ces temps, à la fois les journées d'échange de pratiques, mais les réunions d'équipage également. C'est des temps qui permettent aussi l'échange entre anciens et nouveaux, les observatoires qui ont déjà observé, qui ont déjà produit des résultats, et ceux qui se lancent dans la démarche, et donc ça permet aussi cette transmission du savoir. Et enfin, la valorisation de la démarche à l'échelle nationale. Alors vous allez le voir, nous on produit, je vais passer à la slide suivante, on produit un certain nombre heu, de, heu de rendus, et donc ça permet, ils sont diffusés, nous, à l'échelle nationale, hem et dans cette valorisation, on a aussi des colloques réguliers sur lesquels on met en lumière cette question de l'observation locale, les enjeux de l'observation de la vie associative à l'échelle locale. Et donc le 17 octobre prochain, on aura une journée dédié à ça, qui se passera à Nanterre, qui sera justement sur la question de l'observation locale de la vie associative, de la coopération entre les acteurs. Comment est-ce que voilà, ces démarches d'observation, ces démarches de connaissance amènent à de la coopération entre les acteurs. Et donc là, vous voyez les 3 types de rendus qu'on fait. Alors ça, c'est alors là, je vais commencer par le milieu parce que c'est la première qu'on produit. C'est l'infographie avant enquête, donc sur laquelle on va retrouver une estimation du nombre d'associations actives, le nombre de créations et la dynamique de création, comment les créations sont réparties par secteur, l'évolution dans le temps. Et une deuxième page qui est plutôt sur toutes les données liées à l'emploi sur le territoire. Combien d'associations employeurs, employeuses, combien d'emplois sur le territoire, et cetera, et puis les caractéristiques de l'emploi. Ça, c'est ce qu'on connaît avant enquête. Heu, 2e document qu'on produit après enquête, là, c'est sur Nantes, c'est l'infographie qui présente les principaux résultats. Donc une première page que vous voyez là qui présente les grandes données, c'est un peu un résumé. Une deuxième page sur le profil des associations, le secteur d'activité, l'aire d'intervention, l'âge des associations, les membres, les adhérents, les bénévoles, et le profil des dirigeants associatifs. Une troisième page qui est sur le poids socio-économique de la vie associative, avec là, on reprend un certain nombre de données sur l'emploi, et cetera. Et une dernière page sur les besoins des associations, heu, ce qui permet, voilà, d'avoir une présentation, on va dire, de l'intégralité de l'enquête de manière extrêmement synthétique. Et ensuite un rapport d'enquête, donc là, c'est l'exemple de Caen qui est là,
qui a été maquetté là par la ville. Nous, d'habitude, ce qu'on rend, c'est plutôt un document Word voilà, assez simple, mais qui peut ensuite être maquetté si besoin. Donc voilà, qui va présenter là l'ensemble des questions de l'enquête de manière assez précise, assez détaillée, et qui va étudier chacun des phénomènes, essayer de les qualifier, voilà, parce que justement ces enquêtes statistiques vont permettre, si je donne un exemple, par exemple sur le besoin de bénévolat, bah, la question c'est dans quel secteur on a besoin de plus ou moins de bénévolat. Est-ce que c'est plutôt du côté des associations sportives, des associations culturelles, etc. Et de les qualifier aussi dans les types de besoins. Voilà, est-ce qu'on a plutôt besoin de bénévoles en animation, de bénévoles pour assurer la gouvernance de l'association, etc. Donc voilà, et puis vous retrouverez l'ensemble des productions, alors à la fois sur notre site et sur une bibliothèque qui est à la Néo, qui voilà, recense toutes les productions qui ont été faites sur les différents territoires. Donc vous recevrez, là c'était une question dans le chat, vous recevrez bien évidemment le PowerPoint qui est présenté aujourd'hui, et donc vous pourrez aller voir un peu ces différentes productions si vous le souhaitez. Voilà, donc on en termine là pour la présentation. On peut passer au temps d'échange. Si vous avez des questions, Élodie, dis-moi, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Je regarde en même temps. Alors, J'ai quel- répertorié deux, trois questions sur le RNM est-il l'initiative de l'OLVA ou un acteur qui répond à une demande portée à un autre niveau? alors, c'est plutôt l'inverse. Oui, est-il à l'initiative de la démarche Olva? Oui. Non, c'est une démarche qu'on a entreprise à l'échelle du RNMA. Euh, enfin, ça part du constat assez simple hein, de différents directeurs de maisons des assos qui se demandaient, enfin, qui avaient du mal à obtenir des données pour connaître les associations de leur territoire et connaître les besoins de ces associations, et s'interroger voilà, sur comment est-ce qu'on peut euh, euh, bah, voilà, construire de la connaissance, aller mieux connaître tout ça. Et donc, à ce moment-là, le RNMA s'est tourné vers Viviane Charnonog pour travailler à la déclinaison de ces enquêtes à une échelle locale pour voilà, outiller les acteurs locaux, maisons d'associations, services de collectivité, etc., sur la connaissance des assos à l'échelle locale. Et il y avait une autre question sur la possibilité d'avoir une version pour les personnes en situation de handicap, comme une transcription FALC. Euh, alors, du webinaire ou sur la question des enquêtes? Je sais pas du tout. Je pense que ça doit être sur la question des enquêtes. Bonjour Sylvain, c'est moi qui ai Bonjour. posé la question, Ouais. Delphine Corbière de Saint-Nazaire Association. La question, en effet, alors elle était pour pouvoir aussi cibler, en fait, nous, on a également des associations du secteur du handicap, donc pas uniquement en tout ce qui concerne déficience intellectuelle, mais tout handicap compris, en fait. Et moi, je donnais un exemple pour que le questionnaire soit également diffusé le plus largement possible et le plus représentatif possible, d'avoir aussi, par exemple, une transcription FALC. Mais il y a peut-être d'autres outils qui pourraient nous aider aussi à avoir et à solliciter des bénévoles ou des personnes qui sont engagées dans la gouvernance en situation de handicap sur le questionnaire. Ouais, complètement. Alors nous, c'est un travail qu'on n'a encore pas fait de le rendre accessible, mais c'est un travail qui nous intéresse et qui a été déjà soulevé, sur lequel on n'a pas eu le temps de travailler. Mais après ça relève aussi du fonctionnement du réseau, hein, c'est-à-dire que
on peut travailler ensemble pour le faire, et ce qui permettra aussi d'en faire bénéficier les autres. Mais oui, en tout cas, c'est une attention qu'on peut avoir, et que, voilà, qui demande à ce qu'on la co-construise ensemble, avec plaisir. Parce qu'on n'a pas toutes les connaissances en fait enfin, j'avoue, là-dessus, ne m'y étant jamais penché. Comment faire? Et si je peux me permettre, Sylvain, on avait d'autres questions, donc je vais enchaîner sur d'autres questions. Au niveau des moyens à allouer, donc moi j'ai cru lire dans les documents que vous nous aviez, en tout cas que j'ai pu voir sur l'Observatoire, l'OLVA, qu'il nécessitait a priori un équivalent temps plein sur une période d'1 an? Oui, c'est toujours difficile à mesurer, ce temps-là. En tout cas, c'est sûr que, c'est pour ça aussi que je présentais les différentes fonctions, parce qu'elles ne relèvent pas forcément d'une seule et même personne. Ouais. Je pense qu'il faut aussi imaginer, pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de ressources. Alors, le pilotage notamment, voilà, va être forcément porté par la structure, directement, la direction et le conseil d'administration, hem, ou le service et les élus. Mais ensuite, sur l'animation de l'enquête, peut y avoir toute une partie qui s'appuie soit sur un volontaire en service civique, nous c'est des choses qui existent, soit sur le travail avec, quelqu'un qui fait son stage, ou son alternance. Et là, je regardais Elodie, en alternance chez nous. Heu et ça, c'est des possibilités parce que, on est sur, des projets qui sont vraiment adaptés. On est sur une mission, voilà, sur une temporalité relativement définie avec, des objectifs de rendu et cetera. Donc il ne faut pas hésiter, aussi à s'appuyer sur ce type de ressources pour, heu, travailler, ces enquêtes. Parce que c'est vrai que sur une structure associative, c'est compliqué en fait, à gérer. Hem, Oui, bah, oui. Concrètement, excusez-moi, concrètement, Saint-Nazaire Association, fédère 360 associations. Bon, on peut envoyer un questionnaire à toutes les associations, ça c'est pas compliqué. Mais bon, si on veut faire un travail beaucoup plus fin, et c'est ce que j'ai compris, et c'est l'intérêt de l'opération, bon, l'équipe telle qu'elle est, que ce soit les bénévoles ou que ce soit les salariés, on va y arriver. Comment on fait? Bah, c'est toute la question. C'est-à-dire, il faut arriver effectivement à dédier du temps sur un projet supplémentaire au niveau de la direction, et ensuite, arriver soit à mobiliser des moyens, supplémentaires, soit, enfin, de toute façon, à mobiliser des moyens supplémentaires pour pouvoir recourir, à une personne qui va vous appuyer là-dessus, ou vous arriviez à dédier du temps, par des personnes de l'équipe, hein. Ça c'est et je sur vais pas le nier que c'est du temps, que ces enquêtes, c'est beaucoup de temps. et sur le territoire, en fait, c'est une commune? C'est plusieurs communes, en fait? Est-ce que ça peut être au niveau d'une agglo? Ou en termes de territoire, en fait, en termes d'habitants, voilà, en fait, moi, je Ouais. prends notre exemple. Est-ce on va se concentrer sur le territoire de Saint-Nazaire, ou est-ce qu'on va tenter de faire Saint-Nazaire agglomération, par exemple? Mmh. Alors, ça, c'est la question du territoire, elle se pense aussi en fonction de votre, aire d'intervention à l'échelle, de la MDA, parce que, ça correspond aussi aux besoins de connaissances que vous aurez. Hem, Nous, on a les 2 cas de figure, et après je laisserai la parole à Fanny parce que je pense qu'elle elle peut apporter des éléments sur les 2 questions. Hem, à la f enfin, on peut penser, enfin nous on va observer enfin, jusqu'à 2 départements en Alsace, l'ex-région Alsace, on a observé au Rhin-Bas-Rhin par exemple. Donc on peut aller sur des territoires relativement, étendus.
Ça, c'est pas la méthodologie est adaptée aussi à ce type d'enquête. Mais il faut penser son territoire. Alors, à l'échelle d'une commune, c'est tout à fait adapté, à l'échelle d'une intercommunalité aussi, mais la question est plutôt celle de qui va mobiliser ces données, qui va s'en servir, et est-ce que la connaissance qu'on va apporter, elle va être adaptée à ces acteurs-là pour qu'ils puissent mobiliser ces données au mieux. Voilà. Et cette échelle de territoire peut être aussi pensée de manière évolutive, c'est-à-dire commencer une première observation à l'échelle de la commune, puis se dire, par la suite, on élargira à l'intercommunalité, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas les mêmes moyens d'arriver à observer Saint-Nazaire tout court et l'agglo. C'est peut-être, voilà, il faut aussi veiller, quand on s'interesse à l'agglomération, à avoir des associations qui viennent de l'ensemble de l'agglomération, si c'est ça qu'on veut représenter. C'est notre cas. Et Fanny, je vais juste laisser la parole à Fanny une seconde. Ouais. Bonjour, Fanny Anipote, la directrice de la Maison des associations d'Amiens Métropole. Je suis accompagnée aussi avec Anne-Élodie Duflo, qui est en lien, qui est la chargée de mission chez nous, qui est plutôt en lien aussi sur les questions d'observation. Du retour que je peux faire, et je comprends toutes ces questions, parce que même si, enfin voilà, nous aussi, on sait, parce qu'on a déjà mené des observatoires locaux, pas sur cette méthode-là, de façon partagée avec d'autres. Voilà, enfin Sylvain... c'est bien, enfin, dans l'historique du RNMA, on a mené ces choses-là. Je pense que toutes les questions que vous vous posez, que ce soit en termes de moyens techniques, humains, de territoire, de stratégie, elles sont normales. Je pense que la question de montage du comité de pilotage et surtout de tout ce temps de sondage en amont, on a cet enjeu d'observation, qui est intéressé, qu'est-ce qui se fait déjà, comment on est complémentaires, notamment les partenaires publics, privés, les fondations aussi. On le sait aussi, notamment nos partenaires locaux sont intéressés aussi, non pas de récolter des données, mais de connaître le paysage pour mieux aussi, à un moment, pouvoir répondre dans l'accompagnement. Donc, je me dis qu'il y a aussi, parfois, quand on tire ces fils-là, des opportunités peut-être aussi d'avoir des moyens, après, parfois humains, techniques et financiers, sur ces opérations précises. Et d'où, moi, ma réflexion, c'est de se dire vraiment, au vu aussi des opportunités, de connaître, enfin, nous, par exemple, on a des assises de la vie associative qui se font tous les 2 ans, fin 2024, par exemple. Ben voilà, c'est en termes de calendrier comment ça se passe. Et aussi, surtout, être au clair avec ce comité, ses partenaires, sur vraiment qu'est-ce qu'on va chercher, comment on est complémentaires. Et si on le définit ensemble, après, il y aura une légitimité aussi et des moyens. Et être aussi réaliste, en effet, de dire, si on veut atteindre collectivement cet objectif-là, il faut qu'on ait les moyens pour le faire et les moyens humains. Voilà, donc j'ai envie de dire, et il faut être aussi réaliste et dire qu'effectivement, c'est le temps, c'est un ETP. Il faut être clair aussi, je pense, avec les partenaires là-dessus, collectifs. Parce que même les partenaires associatifs avec qui on va travailler, peut-être un CCAS, il va dire « Ah ouais, ça m'intéresse vachement. » Bah oui, mais moi, tu vois, c'est ce temps-là. Donc, comment collectivement on le travaille ensemble, ce temps dédié pour travailler ça. Voilà, donc je pense qu'il y a des pistes. Enfin, moi, je sais, par exemple, on a des partenaires tels que Maïf, Massif, même des fondations aussi qui seraient intéressées, et non pas qu'une visée, on va dire, très personnelle, mais aussi de contribuer à des observations au local. Enfin, je pense qu'il faut arriver à tirer ce fil. Et d'où, effectivement, tout ce travail de préparation, même en amont de mise en place du comité de pilotage, c'est vrai que ça prend du temps. Donc, il est nécessaire, quitte à parfois, peut-être, je ne sais pas ce qu'en pensent d'autres qui sont autour de la table, qui ont déjà mené des observatoires, quitte à parfois repousser, non pas, mais c'est pour mieux sauter et pour mieux faire ensemble. Enfin, voilà. Donc, je pense que cette phase vraiment de prospection, elle est plus que nécessaire et indispensable pour établir au mieux la relation, quoi. Et voir, identifier ceux avec qui on a vraiment une opportunité d'aller étudier ensemble les vies associatives et mettre ce focus-là, quoi. Merci Fanny. Sophie. Oui, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Sophie Zana du département de la Seine-Saint-Denis. Donc nous, on a un projet
de grande étude l'année prochaine. Donc, effectivement, la démarche de RNMA nous intéresse fortement. Est-ce que vous avez quelques expériences au niveau départemental? Parce que là, pour le coup, ce n'est pas un enquêteur qu'il nous faut. Vous imaginez bien, voilà. Donc, nous, on a 10 000 associations. On aimerait bien avoir, pas une exhaustivité, mais en tout cas, aller chercher au maximum pour être le plus représentatif possible. Alors oui, c'est des expériences qu'on a déjà eues, comme je le disais, on a observé Haut-Rhin-Bas-Rhin, là on observe actuellement la Loire. Alors par contre, effectivement, on s'y prend pas tout à fait de la même manière entre observer une commune et observer un département. Heu, il y a d'autres avantages à l'échelle départementale, c'est-à-dire que, un certain nombre de partenaires vont être structurés à cette échelle-là. Toutes les fédérations sont structurées, à cette échelle-là, donc c'est essentiel de s'appuyer sur elles, et de les associer au travail, pour pouvoir, qu'elles soient à la fois partie prenante de la dynamique d'enquête, mais aussi relais, du questionnaire. Ce qui va permettre en plus, l'avantage, c'est que, heu, les fédés sont structurés de manière sectorielle, donc voilà, on peut appuyer et équilibrer notre échantillon, au mieux en travaillant avec telle ou telle fédé de manière un peu plus spécifique. Après, il y a la deuxième entrée qui est l'entrée, enfin, de toute façon, pour la diffusion, c'est ce qu'on dit toujours, il y a 2 dimensions, cette dimension, sectorielle et la dimension ensuite, territoriale. Et là, il va falloir avoir un travail, assez fin avec, éventuellement les communes, et en tout cas un certain nombre d'acteurs territoriaux pour pouvoir, aussi aller toucher, les petites associations non fédérées qui sont au sein de chacune des, enfin, sur l'ensemble du territoire, et ça, qui sont en lien généralement avec la commune qui est le premier interlocuteur des petites assos. Dans ce type d'enquête, c'est ça, enfin, c'est notamment ça l'enjeu, c'est d'aller chercher les petites associations, parce que autant, les associations de taille moyenne ou les grosses voient bien l'intérêt de répondre à ce type d'enquête, ont les moyens, de répondre à ce type d'enquête avec des salariés et cetera. Autant les plus petites associations, c'est là que c'est le plus compliqué, d'aller, d'aller les toucher. Ouais. Voilà, je sais pas si ça répond à Oui, oui, mais moi j'ai quelques interrogations sur le terrain. Enfin, j'ai pas, voilà, nous on n'était pas présents au début parce qu'on a eu un problème de connexion, mais sur le terrain, sur la collecte en fait. Si j'ai bien compris, c'est plutôt à notre charge, quoi. C'est ça, en gros. Alors, c'est comme ça que ça serait, enfin, que nous, en tout cas, on répartit. Après, c'est des choses qu'on peut travailler. On vous accompagne, hein. De toute façon, le Oui, portage de oui, cet ouais. observatoire, encore une fois, l'idée là, c'est pas de simplement mener une enquête, comme pourrait le faire un institut de sondage, parce que, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous, donc voilà, on leur laisse ça. Par contre, vous accompagner sur, la mise en place d'un outil, à l'échelle d'une collectivité, d'une maison des assos associatives et cetera, pour pouvoir, reproduire régulièrement, des observations et pour pouvoir, voilà, se doter d'un outil qui soit à la fois un outil de connaissance et un outil, comme on le présentait, de partage, d'échange avec, les acteurs concernés, sur le fait associatif, dans le territoire. Parce que de la même manière, à l'échelle d'une collectivité, il n'y a pas qu'un service qui s'occupe de la vie associative, même s'il y a un service vie associative, c'est souvent une question très transversale, entre les différentes directions. Et donc, l'enjeu de cette enquête, il est aussi là, il est aussi d'aller travailler avec l'ensemble des services, à un moment d'avoir heu, une approche un peu, transversale, d'avoir une réflexion commune, entre ces différents services sur c'est quoi la vie associative, comment on l'appuie, qui assure quel appui, comment on coordonne tout ça, enfin voilà, toutes ces questions.
Delphine, tu as de nouveau levé la main. Je te laisse la parole. Merci Sylvain. En tout cas, merci beaucoup pour les éléments de réponse qu'on a eus et les interventions précédentes des différentes maisons associatives qui étaient vraiment très intéressantes. On a également une dernière question. On est en cours de labellisation Guidasso. On voulait savoir, dans le contexte aussi de monter en puissance sur faire réseau, mutualiser les ressources. Est-ce qu'il y a déjà des expériences sur les régions Guidasso qui ont été déjà menées en amont ou voilà, comment cela pourrait aussi s'inscrire dans le cadre du Guidasso? Merci. Et ben ça va dépendre effectivement, hein, de toute façon, tous les enfin, il va falloir s'appuyer sur d'autres acteurs pour ces questions d'enquête. Donc il va falloir à un moment, dialoguer avec les autres fédérations, avec, un certain nombre de lieux sur le territoire et cetera qui vont permettre d'aller collecter de la donnée. Donc ça va vous allez avoir à travailler avec d'autres guides assos du territoire. Ensuite, comment est-ce qu'on inscrit plus largement cette démarche dans Guidasso? Là, c'est une question qui nous dépasse un peu, même si, on peut y être que favorable. C'est pas faute, alors on a participé, hein, aux groupes de travail nationaux. Quand je dis on, le RNMA a participé, aux groupes de travail nationaux sur la mise en place des guides assos. C'est la question de l'observation, c'est quelque chose qui a été pointé, à cette occasion-là. Là, on est quand même dans une phase de mise en place et de structuration déjà de guides assos, comment ça va marcher. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité sur les différents territoires. Donc voilà, il y a déjà, je pense, la mise en place de l'outil tel qu'il est, enfin, tel qui va se structurer à droite à gauche. Et puis ensuite, effectivement, s'il y a des volontés de développer de l'observation au travers de ça, nous n'y sommes que favorables. Et on sera là pour appuyer. Si ça répond. Ok, très bien, merci Sylvain. Thomas. Oui, merci Sylvain. Thomas Demet, directeur de l'URACEN, qui est une union régionale d'associations culturelles, mais sur les Hauts-de-France, sur les 5 départements au nord de Paris. Je voulais simplement témoigner par rapport aux beaux exemples qui ont été montrés sur Nantes, mais aussi à Fanny qui est là pour une grosse collectivité, un gros territoire, c'est Amiens. Il faut savoir que l'OLVA peut aussi s'intégrer pour les petites communes. Je suis en train de travailler avec une commune de 9 000 à 11 000 habitants, une commune moyenne, qui a aussi des besoins, qui n'a pas les mêmes moyens tels qu'un département, mais qui a besoin, par rapport à une volonté politique, d'équipement, de raréfaction de ceci, ou en tout cas d'anticipation de renouvellement du bénévolat, par exemple, d'être accompagné. Donc voilà, je voulais témoigner que l'OLVA, c'est aussi quelque chose qui est très utile au niveau local. Et comme disait Sylvain, nous sommes guides assos au niveau des Hauts-de-France, donc sur les 5 départements, la Somme, l'Aisne, l'Oise, le Nord, et puis le département du Pas-de-Calais. Il faut s'appuyer aussi sur les fédérations ou les centres ressources qui aident, accompagnent la vie associative. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Voilà, je vois qu'il y a Mélanie Lampe de Bailleul, pour une commune de 14 000 habitants qui est proche de la frontière belge, puisqu'ils sont dans les Flandres. À très bientôt, j'espère que ça aura été utile à nombre d'entre vous. Merci Thomas. Fanny, tu voulais Oui, reprendre alors moi j'ai des questions. Alors bon, c'était un témoignage, maintenant c'est des questions. C'est sur justement alors cette mise en place un peu collective, vu que vous l'avez initiée depuis 2021. Concrètement, comment ça se passe? Parce que là, vous évoquez 2 calendriers, d'options de calendrier. Donc, c'est des démarches, effectivement, qui parfois débutent fin d'année d'avant pour voilà, si on prend la temporalité d'1 an. Concrètement, comment ça se passe si on est plusieurs dans la démarche? Parce que j'entends qu'on a aussi cet appui du collectif, voilà, parce qu'on fait des enquêtes en simultané. Donc, moi, j'ai des questions un petit peu
vous avez du recul. Donc, comment ça se passe? Et puis, parce qu'on peut avoir des temporalités un peu différentes. Et puis, moi, c'est aussi une question un peu de coût. Est-ce qu'il y a des coûts, justement, si on s'inscrit dans la démarche? Quels sont-ils? J'imagine que c'est peut-être aussi… Est-ce qu'il y a un forfait minimum? Vous avez parlé de formation. Est-ce que c'est des formations qui sont qualifiantes ou… Voilà, j'ai un peu aspect pratico-pratique pour que je puisse bien cerner tout ça. Et puis aussi, quelles sont un peu vos temporalités? Vous, un peu avoir des deadlines, ou dire, bah voilà, vous êtes en réflexion, mais à quel moment il faudrait que nous, on ait un retour pour commencer cette démarche collective ensemble, quoi. C'est quand même une super plus-value. Alors, effectivement, je commence par le calendrier. On est sur 2 calendriers parce que c'est très compliqué. L'ambition était au départ, et ça y est, on a réussi à le faire sur la première vague, mais depuis lors, c'est plus compliqué de structurer un calendrier qui est exactement similaire sur l'ensemble des structures qui souhaitent observer. C'est pour ça qu'on propose 2 types de calendriers, mais grosso modo avec des collectes sur la même année. Nous, on part de ce principe-là. Si on a une collecte sur la même année, on va pouvoir comparer les territoires les uns aux autres. Ensuite, en fonction des différentes vagues, c'est un travail à chaque fois sur mesure avec les différents participants de chaque vague pour trouver des dates de formation communes. Et après, enfin, c'est principalement ça, hein, la synchronisation amène, voilà, parce que sur les journées d'échange de pratiques, là, on va être avec l'ensemble des vagues qui ont observé depuis le début. Il y en a une le 11 mai, donc là, dans la semaine prochaine, une journée d'échange de pratiques, voilà, sur laquelle on va travailler avec des gens qui ont commencé en 2021, 2022 et 2023. Voilà, c'est aussi donc ça, c'est des dates, ce planning à la fois des journées d'échange de pratiques et de réunions d'équipage OLVA qui sont données en début de calendrier, en début de semestre. Le calendrier est fixé et voilà. Donc tout ça pour dire, on essaye de faire à la fois du synchronisé, mais en s'adaptant aussi aux besoins des uns et des autres. Et donc ça se joue dans la discussion qu'on aura ensemble pour qu'on puisse, voilà. À partir de quand il faut pouvoir nous le dire? À partir du moment où vous savez que vous pouvez engager ce travail-là, parce que quand vous souhaitez engager ce travail-là, nous, on a tout un travail un peu administratif de signature de convention, etc., mais qui pose déjà un peu les cadres. Et on commence à fixer justement ces dates de formation parce que, en fait, au plus tôt on a fait les formations, au mieux on met en place la démarche sur son territoire. Bon, tout en sachant que à Amiens, vous avez déjà bénéficié d'un certain nombre de formations et vous êtes déjà… Mais voilà, on peut toujours faire des piqûres de rappel, il y a pas de problème. C'est des formations effectivement qualifiantes qui, en tout cas, qui peuvent être prises en charge par l'OPCO quand on est une structure associative, en tout cas privée. Et donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez vous faire rembourser. D'accord, parce que même si nous, on a parfois de la ressource en interne, si on veut former une nouvelle personne, etc. Enfin voilà, et par exemple, si je prends le concret, nous, si on a notre enjeu, fin 2024, de pouvoir présenter comme il se doit les résultats. Donc ça veut dire qu'on entame fin 2023 vraiment la démarche avec le comité de pilotage, etc. Donc ça veut dire que moi, à l'issue j'ai envie de dire de l'été, il faut qu'on vous dise hop, 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 on y va, quoi. Là, l'idée, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut, avant le lancement d'enquête, qui là, pour une production de résultats fin 2024, doit intervenir au premier semestre 2024, il faut qu'il y ait 2 réunions avant le lancement d'enquête, grosso modo, hein, 2 réunions du comité de pilotage, donc de l'ensemble des partenaires. Une première pour présenter la démarche, une deuxième pour aller plus dans le détail sur les indicateurs, partager un petit peu les questions supplémentaires. Donc voilà, commencer à être formé au deuxième semestre 2023 paraît cohérent. Ouais. D'accord.
Merci. Mais c'est un bon exemple. Peut-être que ça donne des idées à certains en termes de calendrier dans un idéal. Voilà. Merci. C'est ça. Et tu parlais du coup, là, c'est variable selon qu'on ait une structure associative ou municipale et selon le nombre d'habitants de la commune, enfin, ou du territoire observé. Euh, et donc là, après, grosso modo, ça va de 10 000 à 20 000 euros, quoi. Mais bon, là, ça demande qu'on en discute plus précisément, parce que c'est aussi fonction des appuis qui sont fournis. Là, je parle d'un package un peu complet. Après, on travaille avec des territoires, comme le disait Luciano, où il y a des capacités d'analyse, d'autres observatoires qui sont susceptibles d'assurer l'analyse des données, etc. Si, dans ces cas-là, si c'est juste de l'accompagnement, etc., et de l'outillage, bon, on peut être sur des montants qui sont moins importants. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qu'on aurait oubliées. Alors, disposez-vous d'une liste des territoires? Alors oui, on en dispose. On a même prévu de faire une carto sur le site, mais c'est pas encore prêt. On pourra vous le transmettre, la liste des territoires là, avec la synthèse du webinaire. Mais juste pour info, j'ai mis sur le chat aussi le lien pour les infographies de tous les territoires 2021. Donc, ça vous donne une idée quels sont les territoires qui ont participé et à peu près les résultats. Et il y avait aussi quelqu'un qui a indiqué mobiliser ce type d'enquête dans le cadre de conventions territoriales globales qui sont menées par la CAF. Tout à fait. C'est d'ailleurs des discussions qu'on a eues avec la CAF voilà, sur cette question de la vie associative. Alors là, on va toucher la vie associative dans sa globalité, pas uniquement sur l'entrée famille-jeunesse, mais voilà, c'est quand même des données qui peuvent être analysées dans ce sens-là et qui peuvent être très complémentaires de ce type de démarche. Voilà, et ben, s'il n'y a plus de questions, plus de témoignages, je vous propose qu'on s'arrête là avec des petites minutes de retard sur l'horaire, mais on a été encore trop bavard comme d'habitude. Euh, Eh ben, merci à toutes et tous pour avoir suivi ce webinaire et puis on vous transmettra à la suite de nos échanges le PowerPoint et puis un certain nombre de ressources. Si vous avez d'autres questions, on est toujours disponible. N'hésitez pas à nous passer un petit mail. Alors, je crois que sur la dernière slide, voilà, il y a mes coordonnées et le numéro de téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des projets. On pourra revenir vers vous. Merci à toutes et tous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au Au revoir, bonne revoir. journée. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup, au Au revoir. revoir. Au revoir.
Tu peux arrêter l'enregistrement si... Oui, tout à fait. Comment c'est,